Qui souffre le plus en amour aujourd'hui, les hommes ou les femmes? Alors, est-ce que les hommes osent moins parler de leur souffrance amoureuse que les femmes, d'après vous? Est-ce qu'on est plus pudique par rapport à ça? Pour moi, un homme, en fait, il va souffrir autant qu'une femme, là où la femme, elle va peut-être rester en boucle dans une je dis bien peut-être, hein, je suis pas en train de dire que c'est toutes les femmes, hein. Oui, t'inquiète. Peut-être rester un peu plus longtemps, bloqué sur la situation. L'homme, pour moi, il va être, plus rationnel, il va dire: «Bon, ah, c'est bon, la vie continue, c'est bon. Ah Allez hop, putain, je je reprends ma suis vie et tellement c'est bon». d'accord avec toi sur ça. Après, comme tu dis, on peut pas en faire une généralité par rapport à tous les hommes, par rapport à toutes les femmes. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que je suis pas du genre à m'arrêter sur un sujet, en fait. Je vais pas non plus en faire une généralité par rapport aux femmes. En plus, là, vous êtes en majorité, donc je risque d'être un petit peu dans la mouise. J'ai remarqué que c'est vrai, les femmes, elles ont souvent tendance, en tout cas, quand elles sont sur un sujet, elles sont en boucle. Toi, tu vas essayer de dire non, mais c'est bon, allez, maintenant, on passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que très souvent, nous, on est moins en boucle par rapport à ça. Il y a une étude américaine qui a été faite en psychologie, en sociologie, sur 5000, sur un panel de 5000 personnes, qui démontrait justement un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que les femmes, effectivement, sont en boucle et extériorisent énormément leurs sentiments, leurs émotions. Ah, c'est une raison, du coup. J'ai raison. Par rapport à la rupture. Par contre, les hommes ont une façon de masquer leurs émotions et ont moins de liens sociaux pour développer ça. Et par contre, leur blessure n'est pas moins réelle si effectivement je suis d'accord, la relation était sincère, et elle peut être plus longue pour le coup à cicatriser chez l'homme que chez la femme, parce que justement il y a moins de moyens d'expression, de soulager cette peine ou cette émotion vive, ce qui fait que ça peut entraîner vraiment des dépressions, des troubles de dépendance et autres, des conséquences derrière, parce que pas de verbalisation, pas d'oralisation, alors qu'une femme est tout le temps en train d'extérioriser ses émotions, ses sentiments, et du coup cicatriserait plus vite. Les femmes ont-elles plus d'attentes émotionnelles dans une relation? Je pense que oui. Elles ont beaucoup plus d'être en phase avec son partenaire, limite que ce soit son double en masculin, et beaucoup d'idéalisation de la relation. Ouais, ce qu'elle te dire. Ça vient sûrement de l'enfance. Je suis d'accord. Ça doit être sûrement qu'on a développé une culture des dessins animés un peu à l'eau de rose ou des romans un petit peu à l'eau de rose, qui fait que la femme idéalise beaucoup plus la relation qu'un homme. Et du coup, a des exigences. Bah moi je suis pas d'accord, parce que pour moi je pense, je suis pas la seule à penser ça, hein, dans plein de gens que je connais. Pour moi, les attentes d'une femme, elles sont pas plus qu'un homme. Ah bon? À partir du moment où non, pour moi non, une femme elle va pas attendre plus qu'un homme. D'accord, ça n'a parce que regarde, je te donne l'exemple de deux dépendants affectifs, et ben ils vont attendre l'un et l'autre la même chose, et que c'est la dépendance affective qui fait qu'on attend quelque chose de l'autre. Parce qu'en fait, faut savoir que normalement, on n'a rien à attendre de l'autre en vrai, parce que ça vient tout seul. Tu prends ce que t'as, et si t'as pas, c'est pas grave. Il n'y a pas une question d'homme ou femme. Il y en a un des deux qui demande plus que l'autre. Qui aime plus que l'autre, tu penses toi aussi ça? Les deux, ils peuvent pas s'aimer en même temps de la même façon. Il y en a toujours un qui aimera plus l'autre à un moment donné, et réciproquement. Effectivement, dans la relation, il y a des moments où certains ont des exigences différentes à des niveaux différents des autres, mais ce sera pas de l'amour. En fait, c'est lié à des blessures que l'on essaie de soigner à un instant T. Donc, à un moment donné, une personne qui va être un petit peu moins confiant en elle, qui va chercher dans son partenaire à avoir du réconfort, à avoir son aval pour prendre des décisions, parce qu'elle est moins confiante, et vice versa. Mais l'amour en tant que tel, c'est quelque chose qui est normalement plutôt linéaire, on va dire. L'émotion de l'amour, quand on aime une personne, même si elle nous agace, même si elle nous sort par les yeux à des moments, on peut pas expliquer pourquoi. On va dire je l'aime quand même. Là, je pense qu'on confond dans ce propos-là l'amour, le sentiment et le besoin. Et le besoin, il est là, on le cherche en l'autre pour combler à un moment donné une blessure qui refait surface ou qui apparaît pour la première fois, et dont on cherche à combler le mal-être qu'il provoque en nous. Jonathan, c'est comme une plante. Si tu l'arroses pas, elle fane. On t'applaudit, Jonathan. C'est magnifique parce que tu me sors. Je suis subjugué, vraiment, entre Lindsay et toi, là, vous nous faites des pros ce soir,
trouve ça magnifique. L'INSEE, donc, a dit quoi? C'est quoi la souffrance en amour? Après, je sais pas si c'est ironique, l'INSEE, ou c'est une question sérieuse ou pas? Non, je pense pas. Non, c'est ironique. Il y a des personnes qui ne le montrent pas, femmes-hommes confondus. Ça, c'est vrai, Jonathan. Elle n'est pas tout à fait conne, la question de l'INSEE, quand même. Pourquoi? C'est quoi la souffrance en amour? Elle est pas conne, cette question, parce que la souffrance en amour, c'est aussi lié à des blessures de l'âme. Elle peut être liée, par exemple, à une perte d'ego. Et c'est en règle générale ce qui peut se passer quand on est quitté, ou du coup on perd son repère parce qu'on perd son identité, être la compagne ou le compagnon de un tel, être le parent, enfin le couple un tel et compagnie. Donc on perd une forme d'identité. Et on perd une forme aussi d'estime de soi, puisqu'on voit que l'autre ne nous estime plus pour ce que l'on est, et on a une blessure de l'ego. Donc voilà, c'est quoi souffrir en amour? Ça peut être effectivement soit juste une question de perte d'ego et être blessé dans son amour propre parce que on n'est plus dans l'estime de la personne, ou ça peut vraiment être avoir le cœur fendu parce que on a tout cet amour que l'on portait qui est rompu par ce dénouement. C'est large comme question en fait, souffrir en amour, je trouve. Que tu peux souffrir parce que l'autre ne te donne pas ou ne t'apporte pas ce que toi tu voudrais. On pourrait parler de souffrir aussi là. Ah mais complètement, oui, sans parler de rupture. L'INSEE, elle nous dit mais on parle de souffrir après rupture. Ah, c'est pas pareil, d'accord, ok, d'accord. Les hommes sont-ils plus blessés par la rupture ou par le rejet d'après vous? Jonathan, je remonte. Après, j'ai déjà eu le cas après rupture. J'étais plus jeune aussi, à force, je me suis blindé et je m'en fous si surtout je fais pas de faute. L'INSEE qui dit c'est triste de devoir se blinder pour des histoires passées. Mais je te comprends vraiment. Jonathan qui répond à l'INSEE, c'est pas parce que tu te blindes que tu laisses plus de place à ce que tu es. J'ai pas changé pour autant. Si j'aime toujours éperdument. Mais si c'est pas de ma faute maintenant, clairement, ça me passe au-dessus car je vais pas assumer ses erreurs. Putain, Jonathan, je suis désolé, hein, il mérite les applaudissements ce mec. Jonathan, est-ce que tu aurais des origines corses ou du côté de l'île de Beauté ou pas? Parce que je vais vraiment me demander si on n'est pas cousins. Hein. Parce que moi, je pense exactement comme toi, mais vraiment, voilà, je suis de même avis en fait. Après certaines ruptures, je pense que d'une certaine manière, on se blinde. Pas tout le monde, hein, mais moi, je suis un peu comme lui en fait. C'est pareil pour les nanas, je pense. Tu penses? Moi, si j'ai rien à me reprocher et puis que... Puis, bah ouais, je vais l'avoir mauvaise parce que je vais dire bah mince, en plus j'ai rien fait, mais il y a un moment donné je vais dire c'est bon hein. Donc quand on s'est blindé en se disant voilà, c'est pas ma faute, moi j'ai rien à me reprocher, donc je vais très bien. C'est soit je vais très bien parce que effectivement j'ai pas eu de blessure de l'âme qui est venue que cette histoire est venue réveiller, soit c'est un faux semblant pour essayer de l'étouffer. Et donc ça veut pas dire ça veut dire qu'elle est pas soignée, ça veut pas dire qu'elle va réapparaître avec cette histoire-là, mais elle va peut-être réapparaître lors d'une histoire plus suivante quand on aura lâché les barrières et si ça se passe mal. Je suis moins sûr. Dis-moi. C'est ma certitude, c'est que quand on aime réellement, on aime cette personne inconditionnellement, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ses jours, même si l'amour se transforme, même si c'est plus ton compagnon de vie ou ta compagne, c'est quelqu'un que tu gardes en estime en toi et compagnie. Donc forcément, cette perte, elle a quand même un effet sur toi. Si elle en a pas, c'est que l'amour que tu lui portais était un amour miroir, c'est-à-dire que c'était ce qu'elle pouvait t'apporter en reflet qui te satisfaisait et pas juste elle pour ce qu'elle est, la personne pour ce qu'elle est et pour les raisons pour lesquelles tu l'aimes, quoi. Ouais, donc en fait, t'es en train de dire que quand on a aimé quelqu'un très très fort, le mec qui va passer après peut être jaloux parce que finalement on aime un peu toujours l'autre qui nous a quittés. Ah ben après, s'il est jaloux, c'est son problème, hein, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a fait partie de ta vie et que tu as aimé, même si tu n'as plus aucune relation avec cette personne, mais que tu le gardes en estime, donc tu vas pouvoir dire, c'était quelqu'un de formidable pour tel et tel aspect, on a passé des chouettes moments, tu vas avoir des bons souvenirs quand tu auras cicatrisé de tes blessures, et tu vas quand même le garder en estime. Si tu dis le reste de ta vie, celui-là c'est un gros connard, c'est soit qu'il a tellement blessé un aspect de ce qui te touchait et tes blessures de l'âme que tu l'as pas soigné et tu le gardes en rancœur.
soit que tu en avais absolument, enfin pas absolument rien à foutre, mais c'est que ça n'a pas impacté tes blessures de l'âme, parce qu'en fait, ce qui te plaisait dans la relation, c'était ce que l'autre en miroir pouvait projeter de toi. Dans une vie, tu penses que tu peux aimer plusieurs fois? Oui, tu peux aimer plusieurs fois. Pour moi, on peut aimer plusieurs fois, mais il y aura toujours une personne qu'on aimera le plus parmi toutes les autres. Alors peut-être qu'elle arrivera en dernier, peut-être qu'elle arrivera en premier, mais pour moi, dans une Moi, je te parle de ça, Carole. Oui, non, moi je parle de ça. Non, moi je parle de ça. Oui, oui. Est-ce qu'on peut aimer avec la même intensité plusieurs fois? Oui. Ah ouais, tu penses? À mon sens. Bah oui. pour moi non, pour moi il y aura. Et pour moi en fait, à partir du moment où on aura réglé nos comptes avec nous-mêmes, hein, que ce soit les blessures de l'âme ou autres, à un moment donné, oui. Revenons au sujet. Alors soit le grand amour on l'aura eu avant et on s'en sera pas rendu compte et c'est trop tard, bah tant pis. Soit on le vivra après. Mais pourquoi c'est tant pis? C'est y a rien qui est tant pis dans l'amour. Dans l'amour, quand tu aimes une personne, même si tu es passé à côté, tu l'aimes quand même. C'est une bénédiction d'aimer quelqu'un, même si c'est tant pis pour l'histoire. Ouais, ben quand l'histoire elle a pas été comment dire, quand c'est une histoire vécue. Vous confondez le sentiment le sentiment d'aimer de ce que l'on vit avec une personne que l'on aime. C'est pas la même chose. Aimer, on peut très bien aimer une personne qu'on a connue par le passé. Mais aimer quelqu'un, c'est que cette personne, c'est aimer trait de personnalité. C'est espérer le meilleur pour cette personne et qu'elle soit près, qu'elle soit loin, qu'elle soit en couple avec toi ou pas en couple avec toi. Enfin, l'amour, c'est vraiment plus large que ce qu'on entend d'une relation. Comme un ancien amour, on peut très bien garder de cette personne énormément d'estime et une forme d'amour qui sera plus fraternel et qui sera différent parce que pour ce qu'elle a été, pour ce qu'elle nous a apporté dans la vie, pour ce qu'elle est devenue, pour ce qu'elle deviendra, ça s'arrête pas à la rupture. Voilà, l'amour ça s'arrête pas à la rupture. Si c'est une personne qui a compté dans sa vie et qu'on a réellement aimé, elle fait partie intégrante de notre parcours et on l'aimera d'une certaine manière toute sa vie, différemment, à distance. Mais quand tu romps avec la personne, c'est bien parce que tu l'aimes plus. Oui, mais tu n'aimes plus ce que tu deviens avec lui. Et tu n'aimes plus la relation qui s'est installée et tu n'as pas trouvé le moyen de faire en sorte que la relation qui va se poursuive dans le sens que tu aimerais. Et à un moment donné, tu es face à un choix, c'est est-ce que je poursuis en n'étant pas satisfaite de la relation que j'ai et de l'épanouissement que j'ai dans cette relation, ou est-ce que je décide d'arrêter là et de poursuivre dans le sens qui me convient à moi, mon avenir, et dans son sens, qu'elle poursuive elle dans son sens qui lui convient, mais c'est pas pour autant que tu vas plus l'aimer de façon amoureuse, mais tu vas avoir un sentiment d'amour qui va être comme si c'était un membre de ta famille. Et je suis d'accord, il faut passer par toutes les phases. Donc, on va d'abord le haïr, on va d'abord être en colère, on va être peiné, on va pas y croire, on va passer par toutes des étapes indispensables pour faire en sorte que le deuil de la relation amoureuse se fasse. Mais le sentiment amoureux, lui, il reste. Il reste différemment, mais il reste. J'étais en train de chercher la définition justement du verbe aimer, donc je voulais coller justement. Alors, aimer, c'est avoir pour quelqu'un quelque chose de l'affection, de la tendresse. Alors, de l'affection, c'est un mot que déteste l'INSEE. Je le trouve laid. Pourquoi ? Bah ouais, pourquoi ? Ça ressemble à infection ? Non, je pense pas. Bon, j'en sais rien. C'est bien quelqu'un qui est affectueux envers toi ou toi. Ah, t'as raison. T'as raison. Enoa, affection égale infection. Voilà, tu vois. Ah, bien vu. Il y a des associations d'idées qui peuvent se faire de temps en temps dans le cerveau et du coup on n'aime pas parce que c'est un mot Burke qui insinue un autre mot. Les femmes subissent-elles plus souvent des relations toxiques ou abusives ? Une réponse de l'INSEE, elle va réveiller le diable qui dormait en moi depuis le début de l'émission. Alors, oui, parce qu'il y a plus d'hommes manipulateurs. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Petit diable qui en moi ne sort pas. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Jonathan, il y a quand même plus de femmes qui souffrent, c'est une réalité. Après, soi-disant qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, tu vois, s'il y a plus par d'hommes rapport que au de ratio. femmes,
Je pense que vous n'avez pas tout entendu la question que je vous ai posée précédemment. Je vous ai parlé de est-ce que les femmes subissent-elles plus souvent des relations toxiques ou abusives? Non, mais on parle pas est-ce que ce sont les femmes qui en subissent le plus ou est-ce que ce sont les mecs? Moi, je vous parle. Ben oui. C'est est-ce que vous subissez plus des relations toxiques d'une façon générale ou des relations abusives? Ce n'est pas pareil. Je disais que je pense que les hommes repèrent plus facilement les situations toxiques et non, ça dépend. Non, ça dépend. En vrai de vrai, hein. Non, les franchement, ça dépend. Elles mettent plus de temps à réagir à... Mais tu sais pourquoi ça dépend? Alors moi, Google... Vas-y. Pourquoi Google, vas-y. Google, il dit. Ouais. Est-ce que je l'insulte maintenant ou alors, pas? Alors eux, c'est pourquoi les filles aiment les relations toxiques. Parce que la grande question, ils n'ont pas répondu. Parce qu'elles sont maso. Donc, vas-y. La peur de la solitude, un piège insidieux. Ouais. Cette croyance est encore ancrée dans notre société où être en couple est souvent perçu comme un gage de réussite sociale. La peur d'être seule pousse certaines femmes à rester avec un partenaire toxique, même si la relation les détruit à petit feu. Voilà. Mais ça peut être pareil pour un homme, je suis pas d'accord. Là. Ça peut être pareil pour un homme. C'est Google, hein, c'est pas moi. Ouais, non. Google, hein. Je t'ai répondu à peu près la même chose lors de la dernière émission. Et tu sais pourquoi? Alors après, ce n'est pas du tout une généralité. Hein. Un homme, il peut être naïf, hein, parce qu'un homme, il peut se faire avoir par rapport à quoi? Par rapport à la femme. Relation intime. Je vais être cru, hein, pardon, mais par rapport au cul. Hein. Oui, relation intime. Oui. J'ai dit plus joliment. Je traduis si tu veux. Mais ça veut dire qu'un homme, il peut plus se faire avoir si une femme arrive à le manipuler avec son corps. Pas forcément, le mec, il va pas forcément voir en fait. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et sexuelles de la part d'un partenaire intime au cours de sa vie. On parle pas de violence. Ouais, mais on parle pas de violence physique, moi là. Des relations abusives, tu entends quoi alors pour le coup? Si c'est pas des violences intimes ou conjugales, tu entends quoi? Des abus, de faiblesse, Oui, ce sont des relations qui sortent dans le cadre de relations toxiques, de relations perverses. Tu peux vivre une relation sans forcément que les gars soient taxés à chaque fois de pervers narcissiques. Parce que moi, je suis désolé, hein, je vais pas faire encore une fois une généralité. C'est devenu la mode depuis un petit moment. Quand une relation part en couille, il y a souvent la femme qui va taxer le mec de pervers narcissique. Et peu importe la situation, peu importe le comportement du mec. Tu as très souvent des femmes qui vont dire « Ouais, mais moi, mon ex, hein, c'était un pervers narcissique. » Voilà. Et ça arrive très souvent. Et c'est la psy qui met souvent le mot sur la définition et le mot sur la personne, quoi. C'est pas, ça vient pas forcément toujours de la personne en tant que telle et d'un effet de mode. C'est voilà, moi, je suis tombée de ma chaise, elle m'a dit que j'avais affaire à un pervers narcissique. Moi, j'ai pas détecté ça. Je lui ai juste expliqué ce qui me faisait souffrir dans la relation et je lui ai donné des exemples et c'est la psy qui a elle-même mis le mot sur la personne, quoi. Voilà, c'est pénalement, pas pénalement, mais civilement répréhensible, hein, ces agissements. Donc les gens vont pas s'amuser à donner des termes qui peuvent avoir des conséquences juridiques si c'est pas quelque chose d'établi, quoi. Mais t'as l'impression, toi, qu'il y a des conséquences juridiques? Beaucoup? Oui. Par rapport à ça, ah bon? Dans des procédures de divorce notamment, quand ça se passe mal et que tu fais un divorce pour faute et que tu expliques les agissements de la personne et que tu expliques l'emprise psychologique, morale, intellectuelle, le rabaissement, baisse de confiance et compagnie, quand on se souhaite les vœux de mariage, on se souhaite secours et assistance. Pour le reste de sa vie. Donc déjà, on a renié son contrat de mariage et ses obligations contractuelles. Et en plus de ça, on est allé faire de la manipulation physique ou psychologique sur une personne. Donc c'est comme de la violence physique, c'est une violence psychologique et elle est aussi répréhensible. D'après toi, donc, les hommes auraient le monopole d'être des pervers narcissiques alors? Non. Il y a des femmes qui sont des perverses narcissiques également, hein, et pas le monopole.
Moi, je pense pas. Après, voilà, ChatGPT, lui, parle beaucoup de violence conjugale, donc dans la partie abusive de la question, qu'il a interprété comme des abus physiques, notamment. Mais des pervers narcissiques, tu en trouveras autant chez les femmes que chez les hommes, à mon sens. Mais je pense, moi, que les hommes repèrent plus facilement. Maintenant, peut-être que c'est un faux sentiment que j'ai, quoi. Moi, je détiens aucune science, je n'ai fait aucune étude là-dessus. Je me base par rapport à des faits, par rapport à ce que je vois. Moi, je vois que, je suis désolé, ça s'appelle des faits. Et je suis désolé, mais moi, je me base par rapport à des faits. Moi, je vois qu'il y a énormément de coachs de vie, de femmes, de coachs de vie qui vont aller dans une seule et unique direction à chaque fois. Où je suis pas d'accord avec elles, en fait. C'est parce que, encore une fois, elles estiment que le monopole, on revient aux hommes. Mais non, je suis désolé, en fait. On peut pas faire du commerce sur ça. Je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes, parce qu'il y a autant de femmes qui maintenant rabaissent les hommes, tant sur leur physique que sur leur façon de penser. C'est une entreprise qui est méticuleuse, minutieuse, insidieuse, et qui se fait avec le temps et qu'on voit pas arriver. C'est là toute la stratégie du ou de la perverse narcissique, c'est de saboter la personne et son intégrité par petites bribes de jour après jour. Ça commence par sa tenue vestimentaire, mais tu vas pas sortir comme ça, t'es mal fagoté. Et aussi bien pour une femme, pour un homme qui va sortir en jogging, il va dire attends, on n'est pas chez mamie, tu vas pas t'habiller comme ça, ou l'autre tu es habillé comme une prostituée, tu vas te rhabiller, machin. Et du coup, c'est de la perte de confiance en soi par toute petite touche et quotidiennement et répétitivement, et ça c'est pas l'apanage de l'homme uniquement. Tu n'as pas totalement faux, tu n'as pas totalement raison, je trouve, mais tout dépend. Parce que moi, pour ma part, oui, très souvent je peux détecter ça au loin, c'est vrai, mais tout dépend. Parce qu'une femme, encore une fois, elle peut avoir un homme par rapport à son physique, en fait, par rapport à ses attributs, par rapport à l'acte charnel. Il faut appeler un chat un chat. Plus tu l'as démoli, les peu de gestes d'affection que tu as, va lui redonner confiance dans la relation, et parce que les femmes sont quand même plus indulgentes. Non, je suis pas d'accord. Alors pas dans les choses extrêmes, mais dans les petites failles du quotidien. C'est-à-dire, elles sont par quand exemple même quoi plus patientes. Par exemple quoi Ça peut être quelqu'un qui est d'un tempérament tout le temps hargneux, stressé, machin et tout. Il dit c'est le stress, c'est pas de sa faute, c'est ce qu'il subit au travail, ou c'est ce qu'il subit dans sa famille actuellement. Elle va toujours avoir des raisonnements pour expliquer, pour justifier et pour minimiser le comportement de l'homme. L'homme, il est quand même un petit peu plus binaire, on va dire, et il va dire attends, ça fait un moment qu'elle me casse les pieds, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et il va réagir, il va pas forcément trouver de circonstances atténuantes à la femme. Et Noah, pardon de te dire ça, mais ça pour moi c'est un raccourci. Moi je pars du principe que tout le monde est différent, en fait. Comme je l'ai souvent dit dans les émissions, tout dépend de la relation que tu as. Tout dépend avec qui tu es, en fait. Si tu es dans une relation où tu t'en fous plus ou moins, où la personne elle t'importe peu, bien évidemment que tu vas t'en foutre. Si la personne elle est importante pour toi, tu vas agir différemment. Mais après c'est mon avis, tu vois. Je pense, mais après je pense qu'il y a aussi une question d'ego. C'est jusqu'à quand on est capable de supporter ce genre de choses et de se faire rabaisser, d'accepter les brimades, et les remarques de son conjoint ou de sa conjointe. Et dans ce cadre-là, je pense que les femmes sont plus enclins, plus longtemps, parce qu'elles ont un ego un petit peu plus soft que les hommes, à le subir plus longtemps. J'ai pas trouvé de mecs qui ont subi, qui en témoignent. Ben moi je suis là. Moi je suis là pour témoigner. Alors ce cas-là, moi je suis là pour témoigner. Longtemps. Dans mon exemple, par exemple, la personne dont je te parle, elle a subi ça 20 ans. Est-ce que tu peux dire que tu as subi ça 20 ans? Non, d'accord. Mais tu partais du principe, que les mecs ne se comportent pas d'une façon générale, donc comme les femmes par rapport à la relation, et que le mec il subit moins. Non, on partait de là, en fait. Quand je te parlais de ça, je disais l'homme a une capacité à s'en apercevoir. Tout dépend, tout dépend. Plus rapidement. Tout dépend, vraiment, vraiment. On parlait de ça. Oui. Mais après, moi, je connais pas de témoignage, donc je peux pas te dire, un homme ne m'aura jamais témoigné être resté pendant X tout dépend. années dans une situation Écoute. Moi, je vais te dire personnellement,
sans rentrer dans les détails, tu vois. Mais moi, je vais te dire personnellement, c'est pour ça que moi, dans chaque relation, j'essaye en tout cas du moins de ne jamais généraliser. Pourquoi ? Parce que chaque personne est différente. C'est un fait. Tu peux être demain avec une personne où tu vas t'en foutre. Tu peux être 3 mois après avec une personne qui va être importante pour toi et qui va compter dans ta relation. Tu vas te comporter différemment avec l'une et avec l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer tous les hommes vont se comporter de la même façon avec toutes les femmes. C'est archi faux. C'est archi faux. Moi, je te le dis, hein, en tant que mec, hein, c'est archi faux. Je dis pas qu'ils vont se comporter différemment, je vais dire qu'ils vont subir ce genre de situation moins longtemps. Ça dépend. Moins longtemps. Non, ça dépend. À moins qu'ils aient une très très faible estime de soi et un ego qui est vraiment au ras des chaussettes, quoi, et qu'ils du coup subissent la situation parce que ils ont pas d'ego pour leur dire oh attends, tu te laisses parler comme ça, tu te laisses interpréter comme ça, comment ça se passe chez toi là, ça va bien ou pas? Si t'as pas d'ego, t'as pas d'estime de soi, t'as aucune alerte dans ton fort intérieur qui va te dire oh stop là. Donc, et ça, en règle générale, les hommes ont un peu plus d'ego que les femmes et du coup subissent moins longtemps ce genre de situation, sont enclins à le subir moins longtemps que les femmes, je pense. C'est de l'ego, ça, parce que moi, j'appelle ça le seuil de tolérance, parce que pour moi, l'ego, c'est pas... ouais, moi, c'est pareil, ouais, c'est par rapport à tes limites que tu imposes. Non, c'est tes limites aussi, tu vois, par rapport à tes limites que tu imposes, tu vois. Commande, enfin... Alors, c'est quoi qui commande tes limites, hein, si c'est pas l'ego? Mais ça n'a rien à voir, je trouve moi aussi pareil. Hein. Ah ouais, je comprends là, non, rien à voir. Pour moi, l'ego, ça n'a rien à voir avec ça. Non, l'ego, ça peut être envier des situations que tu n'arrives pas à avoir, mais ça peut être aussi quand tu as un ego, quand on te dit par exemple qu'il a un ego surdimensionné, c'est qu'il a un excès de confiance en lui, un excès d'estime. Bah alors, allez vérifier la définition de l'ego. Hein. Quand tu mets fin à une relation, ça n'a rien à voir avec ton ego, je trouve moi. Ça a à voir avec le seuil de tolérance, exactement. Ça a à voir avec la limite que tu t'es imposée. Oui, je pense, tu vois. Du coup, ces limites, c'est quoi qui te les fait fixer dans ta tronche? Si c'est pas justement l'estime de toi, la vision que tu as de toi et de ta façon de vouloir évoluer. En fait, c'est tes expériences de vie qui font qu'à un moment donné, tu dis je vais plus accepter ça et ça n'a rien à voir avec l'ego. Et pourquoi? Parce que ton expérience de vie a justement paramétré ton ego auparavant. Ton ego, c'est ton estime. Ton ego, c'est une forme de jauge de ton estime de soi. L'ego pour moi, c'est pas ça. C'est cette petite voix qui te fait dire, qui te fait dire dans la vie quand t'as un truc qui convient pas, ah mais de toute façon c'est pas ma faute. Hein. Là si je le refais dans tous les sens, lui il a fait ci, l'autre il a fait ça, ça vient de ci, ça vient de ça, c'est jamais de ma faute à moi. C'est une façon de se protéger, une autoprotection. Parce que si on regarde en face la situation et qu'on vient se rendre compte que ce qu'on a fait y contribue, on vient baisser son estime de soi. Donc l'ego, c'est ça, c'est une jauge. Ça n'a rien à voir. Et Noah, regarde. Là, je suis d'accord. Regarde. Et Noah, hein. Alors, encore un autre exemple. Tu vas prendre quelqu'un qui va subir une relation qu'il n'a pas forcément souhaitée au final, mais qui va se remettre en question malgré que l'autre peut avoir des torts. Il est où son ego là alors? Mais justement, il est bien placé. Non, ça n'a rien à voir avec l'ego pour moi. Non, ça n'a rien à voir, je pense pas. Bien sûr. Non. Moi, je pense. C'est quelqu'un qui a justement. Comment on va dire, c'est quelqu'un qui a un ego à sa juste place, c'est-à-dire qu'il est ni sous-dimensionné ni surdimensionné, qui va être en capacité de se remettre en question et qui va être en capacité d'évoluer, d'avancer. C'est ça l'ego, c'est une jauge, c'est à des moments parce que ça va être plus facile pour toi, tu vas aller te dire non, c'est pas ma faute. À des moments parce que tu vas être enclin à aller regarder la vérité en face, tu vas regarder quelle est ta part de responsabilité et tu vas remettre ton ego à ta place. À sa juste place. Moi, je pense pas comme ça, mais bon, après, t'as le droit de le penser, hein, tu vois, mais non. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste une jauge, comme tu dis, oui, mais c'est une jauge, et c'est plus profond que ça, moi, je trouve, en fait. C'est vraiment au fond de soi, en fait. Moi, je pense que c'est une forme aussi de sensibilité, en fait. Tu vois, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, tu vois, donc... Mais complètement. Mais c'est ce que je dis, hein, tu vas pas avoir la même façon, tu auras pas l'ego. Un jour après l'autre, tu auras pas l'ego de la même façon. Et tous les jours, il est variable, même d'heure en heure, il peut être variable en fonction de ce que tu vis dans ta vie de tous les jours et dans quel état tu es, quoi.
c'est lié à l'émotionnel, c'est lié au vécu, c'est lié aux blessures, et c'est une forme de petite jauge qui vient t'induire des raisonnements qui vont te protéger à un moment donné quand tu en auras besoin, parce que tu vas pas vouloir aller voir ce qui se passe, et qui vont te mettre en face de tes réalités au moment où tu seras capable d'aller les regarder. Après, en tout cas, chacun a sa propre définition. Enfin, voilà. Moi, je serais plus dans la sensibilité plutôt que l'ego, tu vois. Attends, Lindsay dit quoi? J'ai l'impression que vous dites la même chose. Big, tu parles de sensibilité, et Nora parle d'ego au sens propre. Oui, mais après, voilà. Après, comme je dis, donc chacun l'interprète à sa façon, en fait. Chacun a sa propre définition. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Qui pardonne le plus dans une relation amoureuse? Les filles, je ne vous demande pas de me sortir des rapports ou de la science, mais quand je vous pose des questions d'ordre général, c'est que j'ai envie de savoir vous par rapport à votre avis à vous, en fait. Pas par rapport aux gens, pas par rapport aux scientifiques, tu vois. Donc là, qui pardonne le plus dans une relation amoureuse? D'après vous, les hommes ou les femmes? Les hommes. Ouais. Ils pardonnent plus pour vous? Oui. Oui. Ah ouais? Oui. La seule chose qu'un homme il va pas pardonner, c'est la tromperie. Qu'une femme elle pourra pardonner, peut-être plus facilement. Je parle pas de mon cas, parce que moi je pardonnez pardonne quoi? rien. Aide-moi Lindsay. Voilà. Lindsay, pardonnez quoi? Non, mais pardonner d'une façon d'ordre général, en fait. Il y a rien de précis dans le mot pardonner. Tu vois, on parle pas forcément de tromperie, ou c'est vraiment d'une façon globale, en fait. Est-ce que vous pardonnez plus que les hommes? Moi, je pense que les hommes pardonnent plus que les femmes. Moi je pense que les hommes ils pardonnent plus facilement que les femmes. D'accord. Sauf la tromperie. Est-ce qu'on pardonnerait plus, nous? En vrai de vrai, moi je vais redire en fait ce que je dis à chaque fois. Hein. C'est que tout dépend de la relation en fait pour moi. Tout dépend avec qui tu vas être. Si par exemple je suis dans une relation où je m'en foutre, où j'ai pas de sentiments, où j'ai pas d'attachement, je vais pas forcément pardonner. Hein. Les femmes ruminent des fois plus les choses dans leur tête et ont du mal à évacuer la problématique. Les hommes ruminent moins, repensent moins les situations. En disant mais pourquoi il n'a pas été comme ça ou il n'a pas réagi comme ça alors que c'était ce qu'on attendait. Donc du coup je pense que voilà on a du mal à passer à autre chose. Je pense que les femmes sont assez nettes dans ce qu'elles trouvent tolérable et intolérable. Mais dans les situations de tous les jours où on ne comprend pas forcément l'autre et on s'attendait pas à cette réaction, on va la ruminer alors que un homme, il va pas comprendre la réaction, il va dire c'est pas grave, quoi. Je passe à autre chose, quoi. Tu vois, je vais rebondir au direct par rapport à ce qu'a dit Lindsay. Je suis d'accord avec toi, ça dépend de la relation, des sentiments, de la capacité à parler, à s'exprimer dans le couple. Voilà. Tu vois, et ça moi je vous le dis à chaque fois. Après ça n'engage que moi hein. Moi je vous dis à chaque fois, c'est tout dépend vraiment. Pour moi c'est tout dépend de la relation. Tout dépend de la personne avec laquelle tu es. Tu ne vas pas réagir de la même manière avec tout le monde pareil. Tu peux être dans une relation où tu as quelqu'un qui t'écoute. Tu peux être dans une relation où tu as quelqu'un qui fait abstraction de tes sentiments, de tes blessures. Donc tu vas réagir en conséquence.